Bonjour à tous. Alors ce cours s'adresse aux premières générales. Vous avez été nombreux ici à me demander un support vidéo ici pour les cours dans le cadre de cette continuité pédagogique. C'est ce que je vous propose à travers cette vidéo qui n'a pas pour objectif ici de reprendre en détail les différents éléments du cours, ça serait beaucoup trop long, ni de vous proposer une correction détaillée des PPO ici qu'on va étudier dans ce chapitre, mais plutôt de vous faire un résumé global ici de ce cours pour mieux l'assimiler. Et je vous mettrai bien entendu le cours détaillé en pièces jointes sur Pronote ainsi que la correction des fiches d'activité comme on le fait habituellement. Donc ici, c'est un cours d'histoire sur le chapitre 2 du thème 3 qui s'intitule Permanence et mutation de la société française jusqu'en 1914. Donc je vous le mets à l'écran ici, vous pouvez prendre en note le titre de ce nouveau chapitre. On l'a vu dans le premier chapitre de ce thème 3, la mise en œuvre du projet républicain. C'est l'avènement de la Troisième République. Troisième République qui apparaît après la défaite de Napoléon III face à la Prusse en 1870, qui a entraîné la chute de son régime, qui était le Second Empire. Sous cette Troisième République, on va voir, et ça va nous permettre de définir les termes de ce chapitre, on va voir qu'on est dans une permanence d'un processus qu'on a déjà vu, c'est le processus d'industrialisation. Alors rappelez-vous, on a vu ce processus d'industrialisation lorsqu'on a étudié la première révolution industrielle dans le thème de l'histoire, sous la Deuxième République et sous le Second Empire. Permanence de l'industrialisation, vous pouvez le voir notamment avec cette huile sur toile que je vous propose en document d'introduction. Alors on est ici dans la plaine Saint-Denis, au nord de Paris, et vous pouvez voir au premier plan une ligne de chemin de fer, puisqu'on va être dans la permanence de la révolution des transports, et cette révolution des transports va s'intensifier sous la Troisième République. On va vraiment ici multiplier les lignes de chemin de fer, par exemple, mais vous le voyez également à l'arrière-plan, la multiplication des usines. On va vraiment être ici dans un cadre de quartier industriel, en ce qui concerne cette plaine Saint-Denis, qui induit ici cette huile sur toile une production très importante, mais aussi un fort besoin de main-d'œuvre. Donc vraiment, ce processus d'industrialisation va se développer. Le terme de mutation, il faut le comprendre dans le sens où la société française va s'en trouver transformée de par cette industrialisation sous la Troisième République. Va s'en trouver transformée. Pourquoi ? Puisque on a une industrialisation qui va toucher à la fois les villes comme les campagnes, mais dans un degré différent. Les villes vont bénéficier du processus d'urbanisation qu'on a déjà vu sur la Deuxième République et le Second Empire. Les campagnes, elles, vont subir ce processus et vont rentrer en déclin dans la période qu'on va étudier. On va également avoir une élévation globale du niveau de vie des Français qui va bouleverser leur quotidien, l'apparition de nouvelles classes sociales sous la Troisième République. Mais cette transformation de la société, on le verra également, n'arrive pas sans tension. On va avoir ici des conflits qui vont apparaître au sein de la société française, et malgré les valeurs républicaines qu'est censée porter cette Troisième République, on verra qu'on reste malgré tout dans une société qui, 100 ans après la Révolution française, est malgré tout encore profondément inégalitaire. Donc je vous propose ici de prendre en note l'introduction de ce thème ici qui apparaît à l'écran et de noter la problématique qu'on va se poser tout au long ici de ce chapitre. En France, la période 1870-1914, qui est marquée par des mutations économiques et sociales très importantes, constitue-t-elle une belle époque ? Alors, première grande partie de notre cours que vous voyez apparaître à l'écran, grand 1, une nouvelle étape dans l'industrialisation. Et la première sous-partie, le petit a, une seconde révolution industrielle. Alors, il faut savoir qu'on est dans une nouvelle période de croissance qui voit le jour. Après la première révolution industrielle qu'on avait vue ensemble, les années 1870 marquent le début d'une nouvelle étape dans ce processus d'industrialisation. Et ce qui le montre le mieux, c'est notamment la croissance de la production qui est soutenue. On produit énormément à cette période. Pour vous donner un chiffre, entre 1896 et 1914, on est dans l'ordre d'un taux de croissance industrielle de plus 2,4% par an, ce qui est assez important. Vous voyez voir apparaître à l'écran, et vous le retrouvez sur le diapo que je vous ai envoyé, la première fiche d'activité sur ce premier PPO
qui porte sur les expositions universelles de 1889 et de 1900 qui se déroulent à Paris. Alors je vous propose d'appuyer sur pause, de faire cette fiche d'activité. Je vous envoie la correction, comme d'habitude, sur Pronote à l'écrit, et ceux qui le souhaitent peuvent m'envoyer leur PPO pour que je leur apporte une correction personnalisée. Ici, je vais vous faire un résumé de ce qui peut se passer dans ces expositions universelles. Tout d'abord, vous aviez deux documents. Le premier était une gravure ici qui représente la Galerie des Machines en 1889, et la deuxième, ici, un extrait des mémoires de Jeanne Bouvier portant sur le succès de l'exposition de 1900. Alors, tout d'abord, ceux qui ont l'œil ont certainement dû remarquer que sur cette gravure, on est face à un édifice, un bâtiment qu'on a déjà vu. Puisque rappelez-vous, lorsqu'on a fait cette première révolution industrielle, on avait notamment vu en introduction cette galerie des machines qui accueillait déjà l'exposition universelle de 1855. Et rappelez-vous, on avait fait cet exercice où on devait ici commenter ce qu'on voyait à l'image, et donc les machines qui montraient cette nouvelle industrialisation, et commenter ce qu'on ne voyait pas. Et rappelez-vous, c'était l'aspect social avec les ouvriers et le travail qu'il y avait derrière. D'ailleurs, je vous remets ici ce document sur votre écran. Tout d'abord, les dates de ces expositions universelles. Elles sont très importantes. Pourquoi ? Puisque la première, elle se déroule en 1889. 1889, on est ici dans le centenaire de la Révolution française. Pour un régime républicain, qui est la Troisième République, vous comprenez bien ici la symbolique qu'il y a derrière. Et donc une symbolique très importante. 1900, pareil. On est ici au passage au XXe siècle, et donc on est face à deux expositions universelles dont l'événement ici doit être réussi de la part de ce régime républicain. On pouvait voir notamment qu'on a de nouvelles sources d'énergie qui vont apparaître dans cette deuxième révolution industrielle. Et la première de ces sources d'énergie qui transparaît dans ces documents, c'est l'électricité. Dans la gravure, on pouvait voir notamment au premier plan ce pont roulant électrique. Cette électricité, elle va être couplée avec le pétrole, alors qui n'apparaissait pas de manière explicite dans ces documents, mais on va voir l'électricité et le pétrole qui vont être les nouveaux piliers ici de ce nouveau dynamisme économique. Alors ça ne veut pas dire pour autant que les sources d'énergie qui étaient représentatives de la première révolution industrielle qu'on avait vue ensemble, qui étaient le charbon et la vapeur, vont disparaître. Non, ça reste toujours des sources majeures à cette époque. On va également avoir beaucoup d'inventions et d'innovations à cette période. Et notamment, si on prend un exemple phare sur la Troisième République, ça va être de prendre les exemples des personnages comme André Citroën ou Édouard Michelin, qui ont fait de la France un fleuron, qui ont fait de l'automobile française un fleuron ici de l'industrie, et notamment qui ont donné ici les marques célèbres que l'on connaît aujourd'hui. Et notamment la France, à cette période, était la première exportatrice d'automobiles dans le monde. Également, ces expositions universelles, elles sont importantes, puisqu'il faut retenir qu'il faut rentrer la France dans une période de modernité. Et notamment par ce que je vous mets ici dans votre diaporama, et ce dont parlait Jeanne Bouvier dans cet extrait de ses mémoires, qui était notamment ici le château d'eau, et avec en arrière-plan ce qu'on a appelé le palais de l'électricité. Et notamment, on voit bien ici ces édifices très beaux, très importants, qui montrent bien ici la modernité dans laquelle entre la France. Vous avez à l'écran ici les choses essentielles que vous pouvez noter dans votre cours, qui sont à retenir ici sur ce petit A. Petit B, la transformation des territoires. Vous pouvez le voir sur le premier graphique, notamment qu'on a affaire à un exode rural et une urbanisation croissante durant cette période. Rappelez-vous, dans le deuxième thème d'histoire, on avait vu que on était dans le début du processus d'urbanisation. Mais que malgré tout, on avait conclu en disant qu'on restait sous le Second Empire dans une France qui était encore profondément rurale. Là, les choses changent sous la Troisième République et on a vraiment affaire à des zones urbaines qui connaissent un regain de dynamisme. Cette seconde révolution industrielle accélère l'urbanisation. Le travail se trouve désormais en ville. Et le taux d'urbanisation passe de 31%
en 1870 à plus de 44% en 1911. Et vous pouvez le voir dans ce deuxième document que cette croissance urbaine, elle profite d'abord aux grandes agglomérations. Ce sont les grandes villes ici qui vont profiter de cette urbanisation et elles vont voir leur démographie s'accroître durant cette période. Alors, vous avez l'exemple ici, dans ce document de Paris, ici où on passe d'1 988 000 personnes en 1876 à un peu moins de 3 millions en 1911. Vous prenez l'exemple de Nîmes, ici il en est de même, puisque à Nîmes on passe de 63 000 habitants environ en 1876 pour arriver en 1911 à un peu plus de 83 000. Et donc, on est vraiment dans une phase qui va faire naître les villes industrielles, puisque le travail se trouvant en ville, et comme on est toujours dans ce processus d'industrialisation, vraiment, ces villes-là vont attirer ces nouvelles industries. En parallèle, si les villes bénéficient de cette industrialisation, les campagnes, elles, sont plutôt en déclin. Et on parle même, durant la période 1873-1896, donc le début de notre période, de la Troisième République, on parle même de la Grande Dépression. Alors, maintenant on parle plus de la Longue Dépression, puisque Grande Dépression, c'est plutôt utilisé pour le krach économique qu'il y a eu en 1929. Bref, une Grande ou Longue Dépression, ici, qui va accélérer le déclin des campagnes. Alors pourquoi les campagnes, ici, sont-elles en déclin ? Parce que déjà, on a affaire à de nouvelles concurrences mondiales, et notamment américaines. Et cette nouvelle concurrence va faire baisser les prix dans l'agriculture française, et ça va être couplé à une mécanisation alors lente, progressive, qui va se mettre en place. Et donc, qui dit mécanisation, dit qu'on a besoin de moins de main-d'œuvre. Et donc, il y a moins de travail dans les champs agricoles. Également, on a aussi des maladies qui vont ici apparaître pour l'agriculture, et je pense notamment dans notre région au phylloxéra, qui va anéantir certains pans entiers de l'agriculture viticole. On est aussi dans une période où le transport va jouer un rôle majeur. Et on l'a vu en introduction, la révolution des transports perdure sous la Troisième République. Alors le chemin de fer, mais également le bateau à vapeur, par exemple, qui vont rendre les Français beaucoup plus mobiles et qui va accélérer cet exode rural, puisqu'il sera beaucoup plus évident ici de rejoindre les villes et donc de quitter la campagne. Et ces lignes de chemin de fer, et je vous mets ici la carte qu'on avait déjà vue sur le deuxième thème d'histoire sur votre écran, on avait vu que ces lignes de chemin de fer s'étaient grandement multipliées entre 1840 et 1880. Après 1880, sous la Troisième République, on a une multiplication qui s'intensifie, et vous pouvez le voir ici sur le troisième document de votre écran, de votre diapo, avec ces lignes qui apparaissent en jaune, ici, qui ont été ouvertes entre 1879 et 1913, et qui sont extrêmement nombreuses, et on estime ici à une multiplication par 3 des longueurs des lignes de chemin de fer sous la Troisième République. Cette révolution de transport, elle se fait aussi à l'intérieur des villes mêmes. À Paris, par exemple, en 1900, on va inaugurer un métro, que l'on connaît encore aujourd'hui, qui va transporter, en 1913 par exemple, jusqu'à 167 millions de passagers. Donc des transports qui vont être grandement utilisés. Alors encore une fois, je vous mets ici à votre écran la leçon, ici, les choses à retenir sur ce petit b. Alors petit c, l'évolution du monde du travail. Ce qu'il faut retenir dans ce petit c, c'est que le salariat est en croissance. Alors salariat, vous avez ici la définition sur la fiche de vocabulaire que je vous ai envoyée. La part croissante des grandes entreprises industrielles, mais aussi des administrations publiques, provoque une forte augmentation du nombre de salariés au détriment des producteurs indépendants, comme les artisans ou les agriculteurs. Et en 1900, par exemple, on est à 58% des actifs qui sont salariés. Alors, ça amène une réorganisation ici des secteurs d'activité. Vous pouvez le voir sur le premier document de votre diapo, notamment ici, que le nombre de personnes qui font partie de la population active
passe de 15 millions en 1870 à plus de 21 millions en 1914. Jusqu'au milieu du XIXe siècle, un actif sur deux était agriculteur. En 1914, cette part, elle baisse à moins de 40%. Donc on a beaucoup moins d'agriculteurs en France. Mais au profit de quel autre secteur d'activité? Alors tout d'abord, ici, le secteur ouvrier, le secteur de l'industrie, puisque ces grandes usines qui sont situées dans les villes attirent les travailleurs qui étaient auparavant agriculteurs, et avec ce déclin des campagnes, ils vont se tourner de plus en plus vers le monde ouvrier. Le secteur tertiaire également, qui va se développer énormément, personnel administratif, banque, commerce, etc. Bref, ce qu'il faut retenir, c'est que le secteur agricole baisse durant cette période au profit du secteur industriel et du secteur tertiaire. On a également une main-d'œuvre qui se renouvelle. Et vous pouvez le voir avec ce premier graphique, et notamment ici, dans ce premier document, qu'au XIXe siècle, les femmes jouaient déjà un rôle important dans le travail. On est loin de ces stéréotypes de la femme à la maison, qui se trouvaient beaucoup plus dans les foyers à haut revenu, de la haute classe sociale, mais généralement, le travail des femmes était la règle dans le monde paysan. Ici, vous pouvez le voir dans ce premier document qu'en 1911, la part des femmes faisant partie de la population active augmente. Leur nombre augmente. On passe de 5,5 millions en 1851 à 7 millions en 1911. Alors ce chiffre, il peut être expliqué par le fait que, alors, beaucoup plus de femmes travaillent, oui, mais aussi il faut avoir en tête que la femme sort de plus en plus du cadre du travail familial. C'est-à-dire que la femme qui travaillait dans l'exploitation familiale, l'exploitation agricole familiale, elle était généralement pas comptée dans les statistiques officielles. Une fois qu'elle se tourne de plus en plus dans les industries, on va avoir une figure de l'ouvrière qui va s'installer. Là, elle sera de plus en plus comptabilisée, officialisée dans les chiffres de la population active. Il faut aussi avoir en tête dans ce petit C que la natalité en France, elle est assez basse durant cette Troisième République. Et que si on a une natalité qui est basse, c'est-à-dire on ne fait pas beaucoup d'enfants, et donc on va se retrouver avec un problème de main-d'œuvre. On ne va pas assez avoir de personnes qui vont pouvoir prendre la relève dans les industries. Alors pour pallier ce manque de personnes, on va faire appel à l'immigration. Alors, c'est un avantage considérable pour les industries de faire appel à l'immigration parce que ça permet d'employer à des salaires qui sont moins élevés, ça évite aussi des contestations, des revendications sociales, mais ça ne veut pas dire qu'il ne va pas y avoir de tension. Et notamment, vous avez un épisode particulièrement connu à Aigues-Mortes, dans le sud de la France, pas très loin de chez nous, où en 1893, en août 1893, on avait ici des conflits qui sont apparus, et on a même parlé du massacre d'Aigues-Mortes. Pourquoi? Puisque on est dans une région où on cultive beaucoup le sel, on était dans des terres salines, et on a une forte immigration dans le sud de la France, et vous pouvez le voir notamment dans le troisième document qui apparaît à la diapo, une immigration qui est italienne pour beaucoup. Et donc on a des travailleurs italiens sur ces terres salines, on a aussi des travailleurs ardéchois, on a aussi des travailleurs qu'on appelle les trimards, qui sont des vagabonds qui sont jetés sur les routes à cause de cette crise et de la pauvreté ambiante qui frappe l'Europe pendant cette période. Et au matin du 16 août 1893, ces trimards ici vont avoir du mal à tenir la cadence au travail, qui était très dure, 7 jours sur 7, plus de 12 heures par jour, une forte chaleur en été. Et on rapporte que les Italiens ici se seraient moqués de ces trimards et s'en serait suivi une bagarre ici sur leur lieu de travail. Alors, les trimards, les vagabonds sont obligés ici de s'enfuir, vont se réfugier dans la ville d'Aigues-Mortes et vont crier ici un mensonge qui est que les Italiens tueraient ici les Aigues-Mortais et que on aurait beaucoup de morts du côté des habitants d'Aigues-Mortes. Ce mensonge, il entraîne ici une réaction de la part des Aigues-Mortais qui vont ici assiéger une boulangerie à Aigues-Mortes
où se trouvaient des Italiens. Cette boulangerie qui est assiégée, ce siège va durer toute la nuit. Alors il va y avoir une polémique sur le temps d'intervention des gendarmes à cette période-là. Et on va, le lendemain, devoir raccompagner des Italiens à la gare sur ordre ici du maire. Et va s'en suivre un massacre de la part de la foule, où on dénombre au final environ 8 morts du côté italien, du fait des exactions ici, des aigues mortées. Alors, cet épisode, il est surtout caractéristique ici, alors à la fois des tensions dues à l'immigration, mais aussi d'une xénophobie qui est grandissante au sein de la population française. La xénophobie, c'est la haine de l'étranger, et cette xénophobie, elle est ambiante, il n'y a pas qu'à Aigues-Mortes qu'elle existe, elle est présente même dans la presse française, on va minimiser cet événement. Alors la presse italienne aussi n'est pas en reste, elle va accentuer ici par exemple le nombre de morts, mais quand on sait que le 30 décembre de la même année, en 1893, les 17 personnes qui étaient inculpées pour meurtre des Italiens ont toutes été acquittées, on voit bien ici la polémique qu'il y a pu avoir à cette époque, mais aussi l'esprit très xénophobe qui pouvait exister. Alors je vous mets pareil, ici les choses à retenir sur votre diapo. Partie de notre cours, les contradictions d'une société qui se modernise. Puisqu'on va voir que on a une amélioration des conditions de vie, ça va être le cadre de notre première sous-partie, mais on va aussi avoir de profondes inégalités qui persistent dans la société française. Alors, tout d'abord, et vous pouvez le revoir ici dans ce premier document, l'inversion des courbes qui va avoir lieu entre population urbaine et population rurale, et une population qui est aussi en mutation. La démographie nationale, elle est en forte croissance. On passe de un peu plus de 35 millions d'habitants en 1851 à un peu moins de 39 millions en 1900. Et cette augmentation de la démographie, de la population française, elle est due en premier lieu par une amélioration des conditions de vie, qui résulte de cette croissance économique qu'on va avoir après cette phase de dépression entre 1873 et 1896, et qui va surtout se trouver, on l'a vu, dans les villes. Et donc, dans cette nouvelle phase, 1896-1914, c'est une période qu'on surnomme la Belle Époque. Et jusqu'en 1914, on va être ici dans une période de faste économique où les villes vont profiter pour beaucoup de ce processus d'industrialisation. Donc la consommation des ménages progresse énormément et les revenus des Français augmentent. En parallèle, les prix baissent. Alors, ça fait qu'on a de nouvelles formes de commerce qui voient le jour et qui favorisent le développement de cette consommation. La vente par correspondance, la publicité, et on a deux postes clés de dépenses des ménages qui témoignent de cette amélioration que vous pouvez voir sur ce deuxième document, et notamment l'alimentation et le logement. Alors que la part que les Français y consacrent diminue dans ce logement et cette alimentation, leur qualité, elle, progresse. Et donc, même si vous avez ici la comparaison avec le budget d'une famille d'ouvriers, on peut ici déceler une amélioration de ses revenus et une baisse ici de la part qui est consacrée à ces deux aspects, à ces deux postes clés des dépenses. Vous avez cette deuxième fiche d'activité sur le PPO numéro 2 qui porte sur le Creusot et la famille Schneider. Alors pareil, comme tout à l'heure, je vous invite à appuyer sur pause, à faire cette fiche d'activité et me la renvoyer. Ce qu'il faut retenir sur ce deuxième PPO, sur la famille Schneider, c'est qu'on est dans une population qui est plus globalement aisée en ville qu'à la campagne. Et que dans les villes ouvrières, on a l'impulsion du paternalisme. Alors, vous avez vu ce terme dans cette fiche d'activité. Et on a un paternalisme ambiant dans cette ville du Creusot qui est gérée par cette famille Schneider. Et les Schneider vont aménager ici des cités ouvrières au Creusot où ils vont loger leur personnel. Et ils aménagent aussi des écoles, des maisons de famille, l'hôtel du Bon Dieu, pour assurer ici le bien-être matériel et moral ici des ouvriers. Ces progrès vont concerner aussi l'accès à l'information, le développement de la presse écrite, des postes et du téléphone.
Les transports, encore une fois, vont jouer un rôle très important avec l'apparition d'un tourisme encore très élitiste, hein, sur les côtes basques, aux alentours de Biarritz, ou sur la côte d'Opale, près du Touquet, ou encore sur la côte d'Azur, près de Nice. Donc, pareil, vous avez ici la trace écrite qui apparaît à votre écran pour ce P, de nouvelles élites au sommet de la société. Alors ici, pour ce petit P, vous pouvez tout simplement imprimer ce document et le mettre dans votre cours. Il est très explicite. Vous avez ici une représentation d'un immeuble qu'on pourrait trouver dans les grandes villes françaises, où vous avez de bas en haut les classes sociales, de la plus aisée à la plus modeste. Et c'est différent de ce qu'on connaît aujourd'hui, puisque généralement, ici, les personnes les plus aisées ont tendance à habiter dans les étages les plus élevés d'un immeuble, alors qu'auparavant, c'était l'inverse. Alors, ici, on peut remarquer qu'on a une noblesse qui maintient sa place dominante dans la société, avec les revenus de ses propriétés terriennes. On a aussi l'apparition de la haute bourgeoisie, qui va être la catégorie sociale conquérante de la fin du 19e siècle. La haute bourgeoisie, dont font partie la famille Schneider, qu'on a vu, s'engage dans le capitalisme, comme l'industrie, les transports, les banques ou le commerce. On avait vu notamment l'exemple ici des banques Rothschild sous le thème 2 d'histoire. On a aussi l'apparition d'une nouvelle classe, qui est la classe moyenne, qui va voir le jour. Et la petite et la moyenne bourgeoisie représentent ce groupe social qui est en pleine expansion. Et au-delà de sa diversité, puisqu'on a des citadins et des ruraux, des fonctionnaires, des petits patrons, cette classe moyenne va accéder à un niveau de vie assez confortable et va soutenir ce libéralisme économique qui croit aux vertus du mérite et de l'instruction. Donc vous pouvez coller ici ce document sur votre cours. Enfin, dernière sous-partie de notre cours, petit c, une société profondément inégalitaire. Et oui, on a déjà vu qu'il y avait des tensions au sein de la société française dues à l'immigration, et on s'éloigne ici, vous l'avez remarqué, des valeurs républicaines qui sont censées apporter ce régime. Mais malgré un siècle qui sépare la Troisième République de la Révolution française, on a encore de profondes inégalités sociales. Alors, en 1914, à la fin de la période qu'on étudie, près d'un Français sur deux vit encore de l'agriculture. Même si on a un déclin ici de ce monde agricole, on reste ici, malgré tout, encore dans une permanence de l'agriculture. Ça ne veut pas dire ici, comme on l'a vu dans la première grande partie, que c'est la fin de l'agriculture française. Le sentiment du déclin d'un modèle de société fondé sur la terre s'installe malgré tout, on l'a vu. A l'inverse, la ville symbolise le progrès et la modernité. L'historienne Michèle Perrault parle d'ailleurs d'une industrialisation doucereuse, c'est-à-dire qui se fait dans la douleur, avec une persistance du travail de la terre. Pour certains écrivains d'ailleurs, comme Guy de Maupassant, le monde rural devient synonyme d'un monde ancien et dépassé, refuge d'un certain conservatisme. L'émancipation des femmes, qu'on a pu voir avec le travail, reste encore limitée sous cette Troisième République. Leur place dans la société évolue très lentement. L'industrialisation leur a ouvert des emplois, mais ils sont peu qualifiés, très mal payés. Et l'accès à l'éducation, et vous pouvez le voir notamment dans ce troisième document que je vous mets au tableau, que vous avez dû étudier normalement, reste limité. Même si dès 1880, on a la loi C qui crée des lycées de filles. Malgré les organisations féministes et l'action de suffragettes comme Hubertine Auclair, les femmes demeurent les grandes oubliées du combat républicain pour l'égalité. On a aussi une société qui reste profondément inégalitaire, et on le voit avec le dernier PPO de ce chapitre sur l'année 1891 et la fusillade de Fourmi du 1er mai. Alors pareil, vous faites ici cette fiche d'exercice, je vous enverrai la correction en conséquent. Ce qu'il faut retenir de ce PPO sur la fusillade de Fourmi, c'est qu'en 1914, on a à peu près 6,5 millions d'ouvriers en France. Et
Vraiment, ce mouvement ouvrier devient une composante essentielle ici de la société française. Son intégration reste cependant difficile. Le travail est souvent répétitif, mal payé, les conditions de vie sont extrêmement dures. Et en cela, on a déjà vu ces conditions ouvrières sous la Deuxième République et le Second Empire, et ces conditions, même si on avait vu le droit de grève par exemple qui était mis en place, les conditions ne s'améliorent pas tellement. Des organisations ouvrières se créent, avec la grève comme forme privilégiée d'action. Et c'est le cas de ce qui se passe à Fourmi en 1891. Les ouvriers vont revendiquer des droits, notamment celle de la journée de travail à 8 heures. Cependant, face à cette revendication, l'armée est envoyée sur place et elle tire à Fourmi sur ces ouvriers grévistes. Et à partir de là, on va avoir ce discours de Georges Clemenceau qui va prendre parti pour ces ouvriers. Et vous avez vu dans la correction aussi les tenants et les aboutissants de ce discours. Mais ce qu'il faut retenir également, c'est qu'on a un syndicalisme ici qui va se scinder entre une partie qui va être réformiste et l'autre révolutionnaire. Le socialisme est la réponse à la dureté de la vie ouvrière. On va avoir la création de la section française de l'Internationale ouvrière, qui est le premier parti socialiste français, qui va être fondé en 1905 par Jean Jaurès, et de nouveaux droits vont être concédés aux ouvriers. Donc l'autorisation des syndicats en 1884, avec la création de la CGT, qu'on connaît encore aujourd'hui, la Confédération Générale du Travail, qui est le premier syndicat ouvrier français. Et pareil, je vous mets ici ce qu'il y a à retenir dans ce petit C à votre écran, et la correction de ce troisième et dernier PPO. Enfin, pour terminer ce chapitre, je vous ai mis en conclusion 3 éléments. Le premier, une carte mentale, ici un petit schéma bilan qui reprend ce qu'on a vu dans ce chapitre, une frise chronologique des différents événements, et enfin un résumé de 3 personnages particulièrement importants qui sont à connaître. Henri Schneider, avec ce PPO sur le Creusot, Gustave Eiffel, caractéristique ici de la Tour Eiffel et cette exposition universelle de 1889, et Jean Jaurès sur le petit C que l'on vient de voir. On retrouve ici les différents éléments que l'on a vus dans ce chapitre. On a, vous le voyez apparaître en bleu, la seconde révolution industrielle. Alors elle est due à quoi? Par des progrès technologiques qui découlent de nouvelles énergies, l'électricité et le pétrole, des inventions, des innovations, on avait pris l'exemple de l'automobile, avec des secteurs dynamiques. Ce secteur automobile ici en est une des caractéristiques les plus importantes. Cette seconde révolution industrielle, elle va avoir des conséquences au sein de la population française, mais aussi au sein des territoires. On va avoir le déclin des campagnes, au bénéfice ici des espaces urbains, avec la révolution des transports. On va avoir dans la société de nouvelles classes sociales qui vont apparaître, on va avoir le salariat qui va être en croissance, une forte émigration qui va amener parfois des tensions et de la xénophobie, et un essor global du niveau de vie des Français. Et donc, il faut également retenir que, en conclusion, on passe d'une société rurale et agricole à une société qui va devenir urbaine et industrielle. Ça ne signifie pas que c'est la fin des campagnes, non. Les campagnes se transforment par la mécanisation dans un premier temps. On a besoin de moins de main-d'œuvre et cette main-d'œuvre-là va se tourner vers le monde ouvrier, mais on est vraiment dans la continuité de ce processus d'industrialisation et d'urbanisation, et c'est ce qu'il y a à retenir dans ce chapitre 2. N'hésitez pas à me contacter via Pronote ou via mon adresse mail que vous connaissez si vous avez d'autres questions. Bon cours, bonne révision.